Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Un petit merci aux sponsors, un petit merci aux orgas et un petit merci à vous. Bien sûr, si vous n'êtes pas là, ça sert un peu à rien. Je vais vous lire une histoire. Non, je ne vais pas vous lire une histoire, mais bon, on va commencer quand même par un Energizer. Ça aurait été trop beau. Je vais vous faire travailler un peu. C'est un Energizer que j'aime bien. Ce n'est pas forcément un Energizer très punchy, mais que j'aime bien faire en équipe. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Il y a 4 images ici. 4 images, pardon. Une de chat un peu endormi. Alors, est-ce que vous vous sentez un peu endormi ou voilà, vous êtes un peu grognon, vous êtes couché tard, vous avez fait la fête toute la nuit. Est-ce que vous êtes à l'affût, tels des suricates, pour protéger leur colonie? Est-ce que vous êtes juste content, vous venez là, heureux? Ou neutre, tel une grenouille arboricole? Alors, qui se sent plutôt un? Oula. La nuit a été dure. Qui se sent plutôt 2? Ah, quand même, on a des suricates dans la salle. Plutôt 3. Waouh. Je suis joyeux mais fatigué. Et plutôt 4, neutre. Parfait. Merci beaucoup. Le format de cette conférence est un peu particulier. J'aimerais vous dire que j'ai fait le choix de ne pas avoir de support visuel. Tout simplement pour que vous soyez concentrés. Alors rassurez-vous, je mets à disposition tout mon texte sur un repo GitHub, ou si vous me le demandez, je vous le mets sur une clé USB, il n'y a pas de souci. Oui, mon texte, car je vais vous lire une histoire. Je vous l'ai déjà dit, je radote. Tous les éléments de la conférence ont été réalisés avec des outils open source, sauf ceux, ça aussi c'est un choix, sauf ceux où sur lesquels j'ai pas eu le contrôle. Donc, par exemple, Roti Express ou la slide sponsor sur Google, mais c'est pas très grave. Ici, on pratique la loi des 2 pieds. Si un événement, quel qu'il soit, ne vous permet pas d'apprendre quelque chose, et si votre présence n'apporte rien à l'événement, c'est-à-dire que si vous pensez ne pas interagir avec moi à la fin, etc., ou que ça ne vous apporte rien, vous pouvez très bien aller prendre une tisane, aller dans une autre conférence. Il n'y a pas de souci. Je vais vous mettre... Alors, comme vous voyez, je suis super à l'aise. Je fais des abdos là, vous ne voyez pas, mais ça commence à trembler. Et hier, je savais comment faire un diaporama, mais pas aujourd'hui. Voilà, très bien. J'aimerais m'excuser. C'est vrai. Scrum Master, c'est un jeu de mots-laits. Ça commence bien. J'avais hésité avec Scrum Master. Mais bon, c'est un calembour hâtif et de mauvais goût. Puis je sais que dans la salle, il y en a qui sont allergiques au fromage. Puis c'est pas très local. Scrum Maroilles, à la rigueur. Pour faire marcher les circuits courts à Lille, mais bon, on ne va pas en faire tout un fromage de cette conférence. Trêve de plaisanterie. Rentrons dans le vif du sujet. Derrière Scrum Master se cache une dizaine d'années de réflexion autour de notre système, de l'écologie, de la conduite du changement et des interactions humaines. La genèse de cette conférence a débuté quand je me trouvais au cœur d'une réserve naturelle, en train de compter une population de grenouilles ou des amphibiens. Les anciens et les anciennes diront les batraciens. Désolée d'être désagréable. Les Lillois et les Lilloises diront les garnouilles.
Chargé d'études scientifiques, ingénieur écologue, phytosociologue, on étudie même la sociologie des plantes, c'est la classe, ou botaniste. Voilà les intitulés des différents postes que j'ai exercés. Écologue, oui, car dans le milieu, on aime se différencier de ceux qui s'engagent politiquement, même si on est engagé. Ainsi, nous pouvons être écologue, écologiste, ça arrive souvent, juste écologiste, juste écologue, ou encore ni l'un ni l'autre. Durant ces expériences, je constatais avec effroi les chutes des populations, et même des espèces les plus communes, et ce dans des milieux où les espèces sont censées être préservées. Les réserves naturelles sont faites là pour ça. Travaillant dans des tourbières ou des marais, le niveau des eaux ne faisait que descendre, et les pourtours de ces zones devenaient, et deviennent toujours, envahis par des espèces exotiques qui empiètent sur l'habitat des espèces dites endémiques. Endémiques, c'est-à-dire propres à un milieu. Nous ne pouvions pas prendre de mesures rapides pour conserver une zone fonctionnelle, car nous étions prisonniers des documents actés par l'État, assurant une gestion sur 5, 10 ou 20 ans. L'adaptation au changement, plus que le suivi d'un plan. Sans compter que ces documents sont très exhaustifs et font une centaine de pages. La rédaction, d'ailleurs, s'étale souvent sur plusieurs années. Ainsi, une partie des études et prérogatives deviennent obsolètes avant la fin de la rédaction et de la mise en œuvre. Un logiciel fonctionnel, plus qu'une documentation exhaustive. Un peu démunie, je ne savais pas comment changer les choses rapidement. Oui, l'impatience de la jeunesse. Je vous rassure, je suis toujours impatiente et jeune. C'est juste que je le suis depuis un peu plus longtemps. À l'époque, avec une certaine forme de pugnacité et de fougue, j'ai donc tenté de convaincre, en vain. Ô sainte déesse de la transformation et du changement, pardonnez-moi mes erreurs, j'ai péché, des grenouilles. J'ai péché car j'ai jugé. J'ai essayé de changer le monde qui m'entoure sans essayer de le comprendre. Tant d'énergie dépensée pour un résultat quasi nul, voire contre-productif. Je suis certaine que j'ai même braqué des personnes en tentant de les changer. Et oui, le changement, ça vient d'abord de nous-mêmes. J'ai donc arrêté ma courte carrière de militante et je suis revenue râler dans mon coin pendant un petit moment. Pour ceux qui ont fait un peu de process com, vous l'aurez compris, j'ai une base persévérante. J'ai ressassé sans cesse que le secteur professionnel de l'écologie était totalement bouché. Cette écologie qui préserve, qui valorise, qui conserve. Cette écologie aussi qui sensibilise le grand public. Les emplois, ils sont précaires. Vous enchaînez CDD sur CDD, d'un bout de la France à l'autre. Vous êtes sous-payé par rapport à vos compétences. Et lorsque vous dégotez un CDI, vous vous accrochez comme une moule à son rocher. Et ce, même si les conditions sont catastrophiques. En clair, en un an, vous pouvez avoir 3 directeurs différents qui démissionnent et plusieurs collaborateurs qui partent en burn-out. Mais tout le monde reste. Car trouver un emploi dans l'écologie, c'est aussi facile de gravir le Mont Blanc en tongs, sauf peut-être pour Kylian Jornet. Je suis sûre que vous l'avez pensé. J'espère même que vous l'avez pensé. Charline, dans l'écologie, il y a plein d'avenirs et de métiers. Vous avez en partie raison. Les secteurs de l'énergie renouvelable, des technologies innovantes, de décarbonisation, oui, ça recrute. Je vais être un peu caustique, mais financièrement, ça rapporte. Remplacer une flotte de voitures thermiques par une flotte de voitures électriques, ça fait tourner l'économie du pays, et aussi d'autres pays. Puis les constructeurs automobiles sont contents. Au final, ils font peu de concessions. Par contre, préserver une zone humide, des rivières ou des prairies de montagne, ça ne rapporte rien. Enfin, c'est ce qu'on croit. Les scientifiques, pour convaincre les politiques et les secteurs privés, ont même dû recourir à une notion qu'on appelle les services écosystémiques.
Waouh. Ce sont les bénéfices que la nature nous rend. Dans ces services, vous allez retrouver des services de régulation. Ce sont des services qui permettent, par exemple, de réguler la température ou la qualité des eaux. C'est une vision très anthropocentrée, vous l'aurez compris. Certains se sont même amusés à chiffrer ces services. Vous serez donc super heureux de savoir qu'une zone humide intérieure rapporte 25 681 $ par an et par hectare. Et ça, sur les prix de 2007. 4 203, c'est le nombre de dollars par an, par hectare, que rapportent ces zones pour les services culturels. Tout à l'heure, je parlais de services de régulation. Les services culturels, c'est les informations esthétiques, les services récréatifs, ou encore l'inspiration. Sûrement pour Michel Sardou. Terre, brûlée, au vent, les lacs, les rivières. Vous l'aurez compris. Tiens, ça me rappelle ce moment où, dans le secteur de l'informatique, je demandais à ce que les équipes aient 5 minutes de plus par jour pour mieux s'organiser, et qu'à long terme, tout le monde gagnerait en sérénité. Je vous laisse imaginer. 5 minutes par employé dans une équipe, ça se mesure. Et maintenant, je sais que ça coûte plus de 4 000 € par an, Charline. Tu comprends? Par contre, la sérénité, ça ne se mesure pas. On ne peut pas comparer. Des individus et des interactions, plus que des processus et des outils. Bon, vous l'aurez compris, je ne suis pas vraiment favorable à chiffrer la sérénité ou le bien-être des équipes pour établir un argumentaire. Puis comme j'ai fini épuisette, je me suis pervertie ou reconvertie dans l'informatique, et plus précisément dans l'agilité, pour devenir SM. On en parle de la perversion. Il faut dire aussi que vous, les agilistes, vous, les sympathisants agiles, vous êtes fort accueillants, humanistes et très enthousiastes, surtout les Lilloises et les Lillois. L'humain et l'écologie sont-ils des combats de vie? Je vous préviens tout de suite, c'est la partie la moins funky de la conférence. Cette fois-ci, je ne suis pas partie bille en tête pour changer le monde. J'ai tout d'abord essayé de comprendre pourquoi le gouvernement, pourquoi les entreprises, les citoyens ne changeaient pas ou peu, en dépit du fait que les scientifiques aient tiré la sonnette d'alarme depuis de nombreuses années. 1978. Des études montraient déjà que le système abusait des écosystèmes. Mais à l'époque, ils étaient taxés de beatniks ou de hippies. 10 ans après mai 68, c'était une certaine vision de la société. Un psychologue nommé Daniel Gilbert, rien à voir avec cette Madame Daniel Gilbert, très ou trop proche de notre ancien président Valéry Giscard d'Estaing. Je vous rassure, je ne l'ai pas connu. A inventé un acronyme PAIN. Déjà, ça pose le décor. Cet acronyme est utilisé pour décrire comment nos anciens réseaux synaptiques nous poussent à agir rapidement face à un danger, la survie. Bon, là je dois parler anglais, je vous avoue que c'est un moment stressant pour moi. P, pour personal. Les fans de Dépêche Mode auront pensé « Personal Jesus ». Personnel, donc, pour réagir face à un danger. Il faut que ça vous touche, vous ou vos proches, directement. A, pour abrupt. Il faut que ce soit un changement radical, soudain, dans votre environnement. I, pour immoral. Celui-là, je ne veux vraiment pas le dire en anglais. Contraire à l'éthique ou répugnant. Et N, pour now, doit se produire tout de suite. Un malheureux exemple que nous avons vécu ces dernières années et que nous continuons de vivre est la crise du Covid. Médiatiquement et mondialement couverte continuellement, les gouvernements ont réussi à confiner presque le monde entier en un temps record. Des mesures ont été prises, des lois proposées. Et là, ça répondait totalement à l'acronyme. C'était personnel. La majorité des gens avaient un proche
qui étaient touchés, quand ce n'était pas eux-mêmes. C'était immoral, dans le sens où des gens mouraient, la santé était très affectée. Enfin, ça se passait sous nos yeux. Et c'est bien sûr arrivé très rapidement. Ça me fait penser à une discussion, un jour pendant un Agile Games France. Je discutais de la pertinence d'amener l'agilité dans une équipe qui n'en a pas besoin, ou qui n'en ressent pas le besoin. Dans les différents récits que j'ai écoutés sagement, l'agilité arrive en réponse suite à un événement difficile qui conduit l'équipe à se poser des questions. Donc un besoin imminent de réagir face à ces événements impactant négativement l'équipe. Je ne veux bien sûr pas comparer l'importance d'agir pour notre planète, mais surtout comprendre pourquoi les gens décident de changer, aussi collectivement. Sommes-nous donc tous obligés de subir une crise quasiment mortelle pour agir ? Sommes-nous programmés génétiquement pour attendre un moment de danger tellement proche qu'on décide à ce moment-là de changer ? Telle est la question. La réponse est oui et non, car l'urgence climatique est bien là. Nous sommes bien en train de la subir, mais ce n'est pas pour autant que nous agissons. Il existe une terrible image qui a fait le tour de la toile en 2017, lors de terribles incendies en Australie. Pendant que toute la colline flambe à une vitesse grand V, 3 golfeurs continuent de jouer tranquillement et préparent leur prochain coup. Je crois qu'eux ne sont pas dotés du même réseau synaptique que nous. Il nous reste donc du pain sur la planche. Si nous revenons à notre acronyme et au changement climatique, personnel, ça nous touche tous, les incendies, la canicule, la sécheresse. Abrupte, pareil, les incendies, les inondations que les Allemands et les Belges ont vécues l'année dernière, puis sans parler des températures excessives en Inde de cette année. Immoral, nous avons moins en moins de ressources, les gens meurent de plus en plus. Now, ça se passe maintenant, sous nos yeux. Comment faire cette conférence sans vous parler du GIEC, ces fameux rapports? Croyez-moi, personne n'a vraiment envie de les lire. Je vous conseille d'abord de faire des ateliers, type la fresque du climat, la fresque du numérique, la fresque de la biodiversité, ou encore consulter toutes les infographies de vulgarisation. Ça vous évitera un gros pavé de lecture et ce sera sûrement plus efficace en termes d'impact. Je vous partage tout de même donc quelques éléments que nous subissons et que nous allons subir prochainement. Actuellement, pour parler un peu de chiffres, 9 millions de personnes meurent chaque année dans le monde à cause de la pollution. 9 millions. C'est 2 millions de plus qu'en 2017. Les crises alimentaires et de l'eau, notamment dans les pays en voie de développement, ne font qu'augmenter. Les menaces d'existence en raison des inondations et des incendies, c'est pareil. Les risques sanitaires. La prolifération des nuisibles et des maladies. Je remets un peu en question le terme de nuisible, mais c'est mon côté écologue. Une 6e extinction de masse, donc toute la biodiversité disparaît à grand V. D'ailleurs, on parle d'anthropocène. Acidification des océans et montée des eaux. Conséquences économiques pour l'élimination des conséquences climatiques. Les inondations, la santé publique, etc. Ça coûte. Sans parler des guerres que cela peut causer face à l'inégalité des ressources. 3 ans. C'est le nombre d'années que le GIEC nous donne pour agir. Sans quoi, nous n'arriverons pas à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré ou 2 maximum. Des réunions mondiales ont lieu chaque année autour de ces sujets. Les gouvernements s'emparent du problème et tentent de fixer des objectifs mondiaux, nationaux, locaux. Ainsi, d'ici 2040, les plastiques à usage unique vont être interdits en France. Je ne suis pas devin, mais je suis tentée de dire que si on prend 10 ans pour établir une loi et 20 pour la mettre en application, pour un besoin existant 30 ans auparavant, on n'est pas sorti de l'auberge. Ah, ces travers du cycle en V, on les avait presque oubliés. Ce tunnel où, après avoir bétonné notre projet, délai, coût, développement, test, qualité, on livre une loi, un produit. Et où on s'aperçoit que le client,
les technologies. Le monde a tellement évolué que notre solution ne répond plus à l'instant T. Ainsi, certaines entreprises proposent de sortir l'application qui révolutionnera le monde entier, la machine à cambrer les bananes. On attend donc tranquillement que l'information descende, que les projets s'organisent, généralement en cascade, et à la livraison du produit. Eh bien, c'est bien dommage, mais je suis au regret de vous informer que les bananes n'existent plus. On a quand même de belles actions, des conventions citoyennes qui ont fait leur apparition, avant de retourner illico presto dans le bureau des initiatives perdues. Ma technique pour les prises d'initiative, ne plus demander validation. Faites, observez l'impact et recommencez ou ne recommencez pas. Devenez des véritables pirates. Je vous vois venir. Les gros méchants, Charline, c'est le gouvernement. C'est les grandes entreprises. Nous ne sommes qu'un pouillème. Ce sont à eux d'agir. Imaginez cette équipe qui n'a pas envie, mais à qui on impose de devenir agile. Ou cette équipe qui a envie de le devenir, mais l'entreprise ne le veut pas. Généralement, ça ne fonctionne pas. C'est donc main dans la main que nous devons progresser. Et c'est un problème qui nous concerne tous aujourd'hui, et tout particulièrement nous les Français et les Occidentaux. En France, nous faisons partie des 10% des pays les plus riches. Et on le sait aujourd'hui, ce sont les riches qui polluent. Enfin, qui polluent le plus. Ça y est, j'ai plombé l'ambiance. Je vous rassure, là, on est au pire moment de la conférence. Vous avez pris une douche froide. Et lorsqu'il pleut, il mouille. C'est la fête à la grenouille. Avant de repartir, je vous propose donc une pause de 1 minute et d'écouter un chant de crapaud bien particulier. Vous le voyez aussi, c'est cool. Cherchez-le bien. Il est minuscule en vrai. Et voilà. Comme maintenant je gère le diaporama, je peux le remettre. Je sais pas où. Hop. Ce que vous avez écouté là, c'est une espèce qu'on a chez nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui la connaît dans la salle? Personne. Il s'appelle le sonneur à ventre jaune. C'est une espèce surveillée au niveau européen. C'est un minuscule crapaud. Vous l'aurez vu, au début, c'est dur de le voir. Qui a le ventre jaune et noir. Il est vraiment magnifique. Et vous l'aurez compris, lorsqu'il chante, il sonne. Plus ou moins discrètement. La pause est finie. Maintenant, je vais vous parler de conduite du changement. Et si on creuse un peu l'étymologie d'agilité, on voit que ce mot dérive du latin « agere », agir. L'agilité serait donc un outil puissant pour changer face à l'urgence climatique. Scrum, ce que j'aime chez lui, c'est sa capacité à s'adapter à la vitesse et aux besoins de l'équipe. Mais aussi à son fonctionnement presque horizontal, sans hiérarchie pour apporter de la valeur au client. Ah, la hiérarchie. On aime ça, nous, les humains.
D'ailleurs, notre vision de la nature et des écosystèmes est très pyramidale. Je vous rassure, hein, rien à voir avec ce que vous avez de pire au fond de la gorge. D'ailleurs, par rapport au monde qui nous entoure, on parle de la vision anthropocentrique. Nous sommes à la tête de tous les écosystèmes. Et pire que tout, nous sommes persuadés que notre intervention est nécessaire pour la pérennité et le bon fonctionnement de ceux-ci. Vous le voyez là, ce chef à la tête de son organisation, persuadé de savoir ce qu'il y a de mieux pour son ou ses équipes. L'inverse, c'est la vision biocentrique, où l'être humain est au même niveau que les autres espèces. Donc une vision horizontale, même. Un type d'organisation que vous allez retrouver dans les entreprises, ça va être les entreprises libérées. Ou encore, aujourd'hui, on parle d'entreprises à énergie positive. Comme la méthode agile, ça a l'air de marcher, j'ai réfléchi à comment mettre l'agilité au service de l'environnement, histoire de répondre aux besoins de notre planète. Avant de vous parler d'éléments plus concrets, je voulais vous rassurer. Nous avons tous nos paradoxes. Il se peut que vous mangiez végétarien, mais qu'à côté, vous rouliez toujours en voiture, et vice-versa pour votre collègue. Prenez le temps de discuter avec lui sur ses choix et intéressez-vous à lui. Comment ? Comment il a réussi à prendre le vélo ? Pourquoi ? Ne jugez pas. Ne vous sentez pas non plus agressé quand quelqu'un vous annonce qu'il est végétarien ou féru de son vélo. Si vous sentez mal à l'aise, réfléchissez pourquoi. Faites en sorte que votre transformation ait du sens, que vous et les individus qui vous entourent évoluent à un rythme soutenable et à long terme. N'ayez pas peur de l'échec, de revenir en arrière, de faire des rétrospectives, des phases d'introspection. Je vous partage cette image que j'affectionne tant. Imaginez 2 échelles, une avec des grands espacements, l'autre avec des tout petits. L'objectif final est en haut de cette échelle. Vous essayez de la gravir, la première, avec les grands barreaux. Vous n'y arrivez pas ou avec tellement d'efforts que vous êtes épuisé très rapidement. Et celle avec les petits pas, vous y arrivez. Vous arrivez à atteindre votre objectif final. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je suis convaincue que nous pouvons agiliser toutes nos pratiques. Souvent, d'ailleurs, on dit que j'ai Agile de la Tourette. Même celles au sein de nos associations, nos familles, ou à notre propre échelle. Car pour moi, l'agilité, c'est avant tout du bon sens. Je vois 5 échelles sur lesquelles nous pourrons avoir un impact positif. L'échelle individuelle. Certaines études tendent à prouver que l'impact des individus pourrait aller jusqu'à 45% en God mode. Le cercle familial, l'associatif, l'entreprise, et enfin le gouvernement et l'échelle nationale. Avant d'entreprendre n'importe quel changement, mesurez. Mesurez de façon démesurée. C'est vrai ça. Imaginez, vous constatez que vos pantalons ont rétréci, mais vous n'êtes pas trop sûr. Vous avez quand même fait pas mal d'apéros avec des amis du Nord et mangé un peu trop de maroilles. Ça sent le vécu. Vous allez donc monter sur la balance pour avoir un élément factuel. Et là, c'est le drame. Vous avez pris 5 kilos. Vous êtes dans le pain, franchement. Vous allez donc entreprendre des actions pour reperdre ces 5 kilos. Enfin, si vous le voulez. Tout en continuant de mesurer de manière raisonnable votre poids et adapter les techniques pour atteindre votre objectif. Des outils de mesure, il en existe plein aujourd'hui. Vous pouvez établir votre bilan carbone individuellement, comme au niveau de l'entreprise ou encore au niveau national. Vous les trouverez dans ma présentation d'ailleurs à la fin. Je vous mettrai toute la bibliographie. Mais vous pouvez aussi, selon vos objectifs, mesurer le nombre de déchets, par exemple non recyclables, que vous jetez par semaine, ou encore le nombre de kilomètres en voiture que vous faites toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines. C'est important, ça. C'est important, ça, de mesurer sur une échelle de temps, si possible courte, afin d'être réactif, si vous ne répondez pas à votre objectif. L'objectif final, je vous dis, ce serait de consommer à l'échelle de l'individu seulement 2 tonnes de carbone par an.
Tiens, j'ai une question. Vaut mieux arrêter de prendre la voiture ou avoir un régime végétarien? Qu'est-ce qui apporte le plus de valeur? Quoi de plus frustrant que de fournir des efforts mal placés? Par exemple, ce moment où tu développes une super fonctionnalité, mais en fait le client n'est pas satisfait. Car ce n'est pas ce à quoi il s'attendait. Ah, ces clients, vraiment, ils ne savent jamais ce qu'ils veulent. C'est pour éviter ça que le PO existe. Ce PO qui doit jongler entre apporter de la valeur aux clients ou aux utilisateurs, tout en considérant la dette technique pour les développeurs. Et je vais m'hasarder sur un autre terrain, apporter de la valeur, enfin, respecter la valeur humaine, la dette humaine, ce que l'équipe est capable humainement de fournir. Ainsi, vous pouvez avoir une équipe qui est dans les compétences et les capacités de développer, de fournir ça en 2 semaines, mais humainement, pour tout type de raison, vous leur demandez pas. Je sais pas, quelqu'un qui est malade, une équipe qui va mal à cause d'un truc, plein de raisons. Cette dernière notion est importante pour le parallèle que je vais faire. Car oui, il y a une réponse à cette première question, viande ou voiture. Mais cela va dépendre de ce que vous êtes capable de faire humainement. La réponse factuelle serait d'arrêter de manger la viande, pour tout un tas de raisons que je n'ai pas le temps de traiter aujourd'hui. Mais si vous aimez ça, et que pour vous la voiture vous importe peu, alors commencez par ça. Si vous commencez par la viande, et qu'au bout d'1 semaine ou 2, vous trouvez que c'est trop dur, réfléchissez pourquoi. Revenez en arrière, arrêtez progressivement. Par exemple, la viande rouge, c'est ce qui pollue le plus. Arrêtez la viande rouge, puis la viande blanche, puis le poisson. Soyez agile dans vos démarches. Testez, observez, réfléchissez. Mais avancez que vous soyez seul, en famille ou en équipe. Trouvez quelqu'un de sensible à l'environnement et faites-en votre PO. Inspirez-vous des techniques qui marchent. L'être humain n'est pas forcément un destructeur de la nature. La preuve en est, selon le rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité, ce sont les peuples autochtones qui protègent, conservent et encouragent le mieux une gestion durable de la biodiversité. Et ce sont eux qui en dépendent le plus. Je vais donc vous livrer quelques techniques, tel un Scrum Master aguerri pourrait utiliser pour faire avancer le schmilblick. En écologie, et surtout dans les bureaux d'études, ceux qui font les états des lieux et conseillent les organismes qui vont construire des bâtiments sur les zones naturelles, utilisent la méthode ERC, à combiner avec la méthode Bisou, qu'on verra plus tard. E, comme éviter. Éviter à tout prix les atteintes à l'environnement. Ça doit être le primordial. Si on peut éviter, on ne fait pas. R, comme réduire les impacts, si les atteintes sont inévitables. Et enfin, C, comme compenser. S'il y a des destructions d'un écosystème. Par exemple, en écologie, quand vous détruisez une zone humide, vous êtes obligé d'en reconstruire une nouvelle 3 fois sa superficie. Il y a un gros problème avec cette notion-là. Car si vous reconstruisez une zone humide, en fait, elle ne devient pas fonctionnelle. Forcément. C'est très dur de reconstruire un écosystème fonctionnel. C'est comme cet exemple de planter des arbres. En fait, oui, vous plantez des arbres, mais derrière, les écosystèmes ne sont pareils, pas fonctionnels, n'accueillent pas la biodiversité comme il le faudrait, etc. Imaginez donc un code super beau, super parfait, mais au final qui ne fonctionne pas. Exactement pareil. Pour continuer avec les méthodologies des R dedans, ERC, là il y en aura 5, je vais donc vous parler brièvement de la méthodologie des 5 R, qu'on retrouve dans la sobriété numérique. Mais je ne décrirai pas en profondeur. Pareil, je mettrai de la bibliographie. Refuser, réduire, réutiliser, recycler ou rendre à la nature. À cela s'ajoute le fait de coder plus proprement. Laisser du temps aux équipes pour apprendre à optimiser le code. Éviter les obésiciels par confort de mémoire. Coder comme à l'époque des disquettes. Questionnez les besoins de vos clients et vos besoins à vous. Ne changez pas de PC tous les 5 ans. Installez Linux. Là, je prêche pour ma paroisse.
Les logiciels libres sont différents des logiciels propriétaires. Il y a même des logiciels propriétaires qui sont automatiquement mis sur vos machines. Les machines qui sont sous des licences libres, généralement, durent plus longtemps. Aujourd'hui, on sait que c'est la fabrication qui pollue le plus. Évitez de changer vos flottes, s'il vous plaît. Faites durer les PC et codez comme à l'époque des disquettes. Plus globalement, vous avez la méthode BISOU pour vous questionner sur les achats que vous faites. B comme besoin. À quel besoin cet achat répond-il? I comme immédiat. Puis-je attendre quelques jours avant de me décider? Généralement, si vous répondez oui à cette question, c'est que le besoin n'est pas absolu. S comme semblable. Ai-je déjà un objet qui a cette utilité? Si vous avez déjà un sac de rando et que vous voulez en racheter un, vous pouvez remettre la pertinence de cet achat. En cause la pertinence de cet achat. O comme origine. Quelle est l'origine de ce produit? Plus il vient de loin, plus il risque d'être polluant. U comme utile. Cet objet va-t-il m'apporter un confort primordial? Pour être très radical, si c'est autre que pour manger, boire, avoir chaud, dormir ou vous soigner, il se peut que ce soit juste pour du confort. P, ça c'est j'ai rajouté. P pour prix. Si le prix du bien neuf est peu élevé, il se peut que derrière, écologiquement, humainement, c'est même quasiment certain, ce soit catastrophique. Alors, dans vos entreprises, intégrez progressivement des bonnes pratiques. Par exemple, sur chaque sprint ou itération, ajoutez une pratique en faveur de l'environnement. Demandez à votre Scrum Master. Qu'elle concerne le code, l'équipe ou l'entreprise. Faites un tour du côté du Green IT. Sensibilisez vos équipes avec les fresques. Faites des séminaires en pleine nature, des one-to-one dehors. Par exemple, participez à des événements de sauvegarde de la nature. Ça peut faire un super team building et en même temps vous sensibiliser. Rapprochez-vous de la nature. Mettez les mains dans la terre, ça rend heureux. C'est vrai, il existe une bactérie dans cette terre qui vous fait sécréter des endorphines. Encouragez les jardins partagés en entreprise, le troc, valorisez les comportements vertueux. Télétravaillez ou encouragez vos équipes à télétravailler. Laissez du temps aux gens pour se rapprocher de la nature. Et enfin, négociez avec vos responsables de devenir plus verts. En d'autres mots, faites pression. La balle est dans votre camp aujourd'hui. Si vous changez de mode de vie et que vous êtes épanoui, les individus, les autres entreprises prendront exemple. Changez et le monde qui vous entoure changera. N'oubliez pas, pour des basculements sociétaux, il ne faut que 25% de militants. Nous sommes sur la bonne voie, continuez. En guise de conclusion, je vous propose la réappropriation de l'Agile Manifesto. La planète et l'interaction avec les écosystèmes plus que la technologie. Des environnements fonctionnels plus que des documentations de gestion. La priorité à l'environnement plus que l'activité économique. Et enfin, l'adaptation de nos actions face au changement climatique plus que le suivi d'un plan. Je vous remercie. Je reste à disposition pour des questions. C'était mon choix de ne pas faire durer la conférence, justement, pour ne pas trop vous en mettre dans la tête. Okay. Oui, ça va. C'est fini, ça va. Oui? C'est pas forcément une question, c'est peut-être plus un rapport. Je ne sais pas si tu connais l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. J'ai pas entendu. L'économie de la fonctionnalité et de la coopération.
Ça me parle, mais... L'idée, en fait, pour moi, en tout cas, changer la planète, c'est aussi c'est concilier intérêts environnementaux, sociétaux, mais aussi économiques. Parce que malheureusement, si on ne montre pas qu'il y a une conciliation économique, ça fait l'idée, en fait, l'idée latente, c'est quand tu parles de valeur, et je trouve que l'agilité parle de valeur, mais c'est aussi de se poser la question, dans ce qu'on produit, dans ce que produisent les équipes, est-ce que la valeur est utile? Est-ce que ce qui est produit, ce qui est développé est réellement utile? Oui. Et je pense que le bisou peut aussi être questionné justement sur ce qui est produit par les équipes agiles. Oui. Donc voilà, c'était pour faire le lien avec ça. Merci en tout cas. Tout à fait. Merci de ton apport. La question justement, c'est est-ce que, en tant que ton expérience de Scrum Master, quand tu es passé dans ce monde de l'agilité, etc., toute cette démarche environnementale, est-ce que tu as pu la mettre en place par rapport à tes équipes? Oui et non. Ça s'est fait naturellement. En fait, c'est des gens qui sont plus sensibles, qui viennent dans l'équipe et qui apportent ça naturellement. Nous, on est ouvert aux initiatives aussi dans la boîte, donc ça se fait assez naturellement sur, par exemple, la place des femmes ou l'écologie, etc. Et en fait, c'est toujours une énergie qui amène ça et c'est accueilli. Donc, du coup, on a commencé à faire de l'éco-conception, on a commencé à optimiser le code. On a quelqu'un qui est très à cheval sur comment coder proprement, etc. Voilà. Après, nous, on avance petit à petit. On a le combat qui est le logiciel libre. En plus, on en rajoute et on essaye d'avancer tant bien que mal. J'ai endormi tout le monde, c'est ça? Bon. Et vous? Ah oui. Est-ce que tu as des petits tips pour gérer l'éco-anxiété au travail? Je ne sais pas comment. Je fais plein d'efforts dans ma vie privée, dans ma vie au boulot. Je ne sais pas comment gérer cette éco-anxiété quand je vois des capsules de café espresso utilisées. Et je veux avoir un impact, j'essaie d'avoir un impact. Et c'est juste que je vois tout ce qu'il y a à faire. On fait comment pour pas paniquer? Comment on fait pour faire paniquer les autres? Je sais pas trop. Tu fais disparaître ta machine à café, les capsules de café, Ouais. et là, je pense que tu es dans le pain. Les gens, ils sont là, mon café, je veux du café. Et là, tu leur dis, OK pour le café, mais je vous ramène une petite cafetière à l'italienne, et puis voilà. Ça fait du meilleur café, en plus. Et, du coup, être active, parce que pour eux, c'est faire des actions pour toi. C'est ce que je dis, c'est-à-dire, le changement vient de toi-même, donc c'est compliqué d'imposer un changement aux autres, mais le fait que toi, tu montres l'exemple, etc., ça va changer. Ça ne change pas à une vitesse grand V. Et ça, c'est ce que j'essaye d'expliquer au début de la conférence, c'est que quand j'étais jeune, j'étais super impatiente. Je ne comprenais pas pourquoi les gens ne changeaient pas super vite, etc. Et j'étais très frustrée, en fait. Et pour vivre avec quelqu'un qui n'était pas du tout dans l'écologie que j'ai rencontré, en fait, aujourd'hui, ça a marché. C'est juste, ça met plus de temps et ça va aller de plus en plus vite parce que j'imagine que si vous êtes venu à ma conf aujourd'hui, c'est que vous êtes sensible à ce sujet-là. Donc, continuez, sensibiliser, ajouter, je vous dis, dans les sprints, dans une rétro, par-ci, par-là, même sans militantisme, un petit truc. Si on optimisait le code, il y a des super techniciens qui savent super bien faire. On fait un atelier autour de ça. Vraiment, peut-être plus discrètement que affirmer. À chaque fois que j'ai affirmé que j'étais végétarienne, que j'étais écologiste, etc., j'ai braqué plus de personnes que j'en ai emmené avec moi. Je trouve que justement c'est très intéressant de partie de braquer les gens. J'ai toujours été hyper intéressé par l'écologie et j'ai remarqué que les gens, quand on les force, sans leur expliquer, d'une façon rapide, on leur dit il faut faire demain ou hier. Les gens ils ne comprennent pas, ils se braquent et ils détachent complètement. Et en fait c'est comme ça qu'on perd le combat.
Oui. Et c'est pour ça que je vois certaines personnes qui essayent, et c'est très bon cœur, et c'est une très bonne intention de faire changer très vite les choses, de façon un peu violente parfois. Et du coup, j'essaie d'expliquer aussi, mais il y a plusieurs moyens, et peut-être que cette voie-là, c'est celle qui va braquer beaucoup plus de monde et renverse un peu malheureusement notre mouvement écologique. Donc, je trouve que c'est une très belle parole. Après, c'est intéressant aussi ce que tu dis, puisque dans le milieu de l'écologie, on a des associations qui sont militantes, comme anciennement la FRAPNA, mais aujourd'hui ça s'appelle la FNE. D'ailleurs, ils ont choisi leur logo, c'est un hérisson super vénère pour assumer ce militantisme. On a des associations comme les conservatoires d'espaces naturels, etc., qui sont plus neutres. Et en fait, on a de l'autre côté, parfois des associations un peu plus... où les gens qui ont envie de construire des bâtiments sur les prairies de montagne, etc. Et en fait, cet équilibre, on s'aperçoit qu'il est nécessaire d'avoir quand même des gens qui sont militants. C'est nécessaire, mais c'est pas ma conviction, moi, pour apporter le changement. Mais c'est nécessaire dans la société pour faire parler, pour faire des actions. Greenpeace, par exemple, c'est un excellent exemple. On en parle. On parle du mec qui saute en parachute dans une centrale nucléaire. On parle de plein de choses. Et c'est militant, ça fait parler, ça fait réfléchir, ça fait bouger. Bien d'accord. Oui. Mais du coup, la solution, est-ce que c'est pas d'arrêter de faire du logiciel? Toi. Ouais. C'est de questionner les besoins. Est-ce que les logiciels qu'on fait sont-ils utiles? Sont-ils vraiment utiles? Est-ce qu'il y en a des semblables? Est-ce qu'il y en a des semblables? Aujourd'hui, nous, on produit un logiciel de collaboration. C'est la mode des digital workplace. Il y en a 100. Des concurrents, on en a 100. Est-ce que ce ne serait pas justement d'en faire qu'un seul? Je pense que la réponse est oui. Mais derrière, c'est toute la société qui fait que on travaille économiquement, justement, on est obligé d'avoir de l'argent pour vivre. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on croit. Il y a des gens qui vivent très bien, ils ont des fermes, ils sont autosuffisants, ils ont très peu d'énergie, ils font leur potager, tout ça, et ils s'en sortent. Et économiquement, ils sont plus liés, entre guillemets, à cette société qui fait qu'on produit toujours davantage pour produire plus. D'ailleurs, on l'a vu pendant la crise du Covid, ça a été un drame de plus consommer. Pour autant, c'était bien. Moi, ça m'a fait j'ai testé Bisou, du coup, pendant le Covid, c'était très, très efficace. Mais on voyait que c'était un problème sociétal de dire on ne va plus consommer, mais comment on va faire tourner l'économie et ça, pour le coup, c'est nous, les 25%, qui allons faire pencher ça, mais pas demain. En continuant nos actions, etc., en votant. On a aussi des élus locaux. Avant de passer par le gouvernement, entre guillemets, on a nos élus locaux. Rapprochez-vous de vos élus locaux, faites pencher la balance. Je vous laisse. Merci.